Dimitri Pavlenko. Elle a dédié sa nomination à toutes les petites filles. Poursuivez vos rêves. Faites comme moi, en fait. Elisabeth Borne, nouvelle locataire de Matignon, la deuxième femme à ce poste, la première depuis Édith Cresson il y a 31 ans. On va faire connaissance avec elle ce matin dans Europe 1 2022, car Bruno Jeudi a une excellente idée. Avec IFOP, ils ont demandé aux Français, est-ce que vous connaissez Elisabeth Borne ? 45% des Français ne la connaissent pas. C'est quand même embêtant pour une ministre qui est présente au gouvernement depuis quand même 2017. On va en parler avec Emmanuel Ducrot, journaliste à l'Opinion. Bonjour Emmanuel. Bonjour à tous. Voilà, buvez le café après avoir dit bonjour. Des bêtises. François Calfon est avec nous, éditorialiste, membre du bureau national du Parti Socialiste. Bonjour François. Bonjour. Et Bruno Jeudi, donc éditorialiste politique, rédacteur en chef à Paris Match. Bonjour Bruno. Encore une inconnue du grand public à Matignon. La bonne élève, le choix de la sécurité pour Macron, une techno, tout en maîtrise, une bosseuse. Voilà ce qu'on dit d'elle aujourd'hui ce matin dans les journaux. Mais il y a ce sondage qui est quand même intriguant. Comment se fait-il qu'après 5 ans, des réformes extrêmement lourdes qu'elle a pilotées, on aura l'occasion d'y revenir, mais notamment la SNCF, la réforme de l'assurance chômage dont on a tant parlé, les Français n'ont pas identifié Elisabeth Borne. Est-ce que ça vous surprend ? Non, ça ne me surprend pas parce que c'était un peu le lot de la plupart des ministres d'Emmanuel Macron, dont la notoriété est assez faible. Alors c'est pas la première fois qu'une personnalité nommée à Matignon est assez inconnue du grand public. Avant elle, si on remonte loin, Raymond Barre, Jean-Pierre Raffarin en 2002, Georges Pompidou. Donc la fonction fait la notoriété. Elle sera vite réglée cette difficulté. Mais c'est vrai que pour Elisabeth Borne, il y a une surprise dans la mesure où elle a été probablement, par exemple, l'une des ministres qui a fait le plus de matinales. J'ai regardé depuis 2017 parce que elle s'est emparée de sujets où on lui a confié des sujets de vie quotidienne des Français. La réforme de la SNCF, Emmanuel en parlera mieux que moi. C'est une réforme qui a provoqué beaucoup de secousses avec des grèves. Les grèves perlées, tout le monde s'en souvient. La réforme de l'assurance chômage peut être technique, mais ça parle aux Français. La suspension du contrat de travail des soignants à l'hôpital, c'était elle. Le plan Un jeune, une solution qui ressuscite totalement l'apprentissage. C'est elle aussi. Vous avez raison, ce sont des réformes grand public. Donc c'est des réformes de grand public, des sujets qui impactent la vie des Français, mais en même temps, comme beaucoup des ministres d'Emmanuel Macron, comme on dit aujourd'hui, ils impriment assez peu dans l'opinion parce que une grande partie du message, au fond, est porté soit directement, soit de manière subliminale par le président de la République. Ça s'est accentué avec Emmanuel Macron, si on compare même avec Nicolas Sarkozy qui avait théorisé cette hyper-présidence. Je crois quand même que Elisabeth Borne va rapidement imprimée parce qu'elle devient Premier ministre, peut-être plus rapidement que Jean Castex parce que la situation va être compliquée. Et si c'est Emmanuel Borne qui est nommé, c'est aussi parce que je pense qu'elle est capable d'affronter cette dégradation de la situation économique et les dossiers qui sont devant elle. C'est quand même une autre affaire que la nomination de... Alors Jean Castex, il y avait le Covid, mais finalement il n'a fait que le Covid. Edouard Philippe arrive dans une situation qui est plus favorable économiquement. Elle arrive dans une situation qui va rapidement devenir très grande difficulté. Oui, on va en parler. Mais François Calfon, quand Jean-Luc Mélenchon considère qu'elle est l'une des figures les plus dures de la maltraitance sociale, la droite brocarde, elle, une techno-socialiste. Elle est socialiste, Elisabeth Borne, vous qui êtes socialiste. Honnêtement, il faut lui demander. Elle a participé à beaucoup de cabinets socialistes. Mais elle fait 2 réformes de droite qui étaient jugées impossibles quand même, la SNCF et l'assurance chômage. Au-delà de répondre à cette question qui finalement est plus dans le marketing... ça n'a plus beaucoup de sens. Non. Par contre, ce qui a du sens, c'est une chose simple. Déjà, je lui souhaite la bienvenue. Je ne vais pas tirer à boulet rouge. Vous êtes un homme poli, bravo. C'est bien. Il faut essayer, parce que quand je vois la manière dont l'opposition s'oppose, des fois je me pose des questions. Laissons-lui donc la possibilité, finalement, d'avoir un magistère qui ne soit pas simplement celui d'une collaboratrice d'une politique dure. Et les éléments de preuve, c'est simple. C'est-à-dire que j'ai entendu dire quelques mots, au-delà de saluer les femmes, saluer Édith Cresson, qui avait été vilipendée à l'époque, c'est de dire je baserai tout sur le dialogue social. Eh bien, chiche, j'ai envie de dire à Elisabeth Borne, si elle nous entend ce matin,
Elisabeth, dépose ta réforme à marche forcée de la retraite à 65 ans. L'état du pays ne mérite pas un tel écrasement social. Et dialogue avec les syndicats et avec tous les syndicats. Et quand j'entends le patron de la CFDT, qui a toujours été marqué par une certaine modération et finalement un syndicalisme de réforme, quand j'entends Daniel Cohen, qui est un économiste éminent, cette réforme n'est pas nécessaire, alors qu'il faille des ajustements, notamment sur le niveau des pensions, qui peut pas être maintenu à un niveau très bas. Tout cela sans doute s'impose dans le cadre d'un dialogue social où bien sûr il y a la question des retraites, mais il y a aussi celle du pouvoir d'achat, et parallèlement, parce que on est dans une période très complexe, ça vient d'être rappelé par Bruno jeudi, il y a aussi des difficultés de recrutement. Donc qu'elle commence par une méthode sociale et elle trouvera un chemin pour le pays. Si l'idée c'est d'avoir des marqueurs d'opposition en allant à marche forcée sur une réforme qui n'est pas utile, en tout cas qui n'est pas la première nécessité au moment où on ne parle que de pouvoir d'achat, parce que les Français ne bouclent pas leur fin de mois, eh bien, elle a l'occasion de se distinguer. Alors, étude de cas, Emmanuel Ducrot, vous avez suivi à l'époque de très près la réforme de la SNCF, ô combien complexe, ô combien longue, et ce qui s'était traduit, on se souvient, par ces fameuses grèves perlées. Elisabeth Borne, dans cette réforme, on a entendu à l'instant un syndicaliste de l'UNSA rappeler que ça avait été quand même extrêmement difficile avec elle dans les négociations. Est-ce que c'est, dans la carrière politique d'Elisabeth Borne, une bonne séquence pour comprendre quel personnage elle est, quelle première ministre elle pourrait être? Oui, je pense que c'est un excellent cas d'école, effectivement. Cette réforme, je suis journaliste, j'écris aussi sur les transports, tout le monde pensait qu'on n'y arriverait pas. Enfin, je veux dire, réformer la SNCF, on a essayé à de multiples reprises en France, ça s'est toujours mal passé, mal terminé ou pas terminé du tout. Là, la réforme, elle est allée d'un point A à un point B. La SNCF a été transformée comme il le fallait. On a fini avec le recrutement au statut qui va maintenant descendre en pente douce. Alors, il y a eu beaucoup de compromis qui ont été faits, etc. Mais cette réforme, elle a été portée à bout. Il y a eu des centaines de réunions. C'est un dossier sur lequel les conseillers ont beaucoup travaillé aussi. Je veux dire, elle n'a pas porté ça seule. C'est un dossier extrêmement technique, mais elle l'a porté à bout et elle n'a jamais cédé. Et d'ailleurs, vous parliez des grèves perlées. On se souvient des grèves perlées, mais le pays n'a pas été paralysé par une réforme de la SNCF, ce qui est en soi un exploit. Alors après, Elisabeth Borne, on l'a dit, c'est une femme de dossier, c'est une techno, et pour paraphraser son prédécesseur, c'est pas la bamboche. Enfin, vraiment pas. Et dans son relationnel, y compris avec les journalistes, c'est pas la bamboche. On a entendu tout à l'heure une de ses anciennes conseillères dire sa conversion écologique, elle l'a fait à la lecture d'un rapport du GIEC. Il y en a qui le font dans la contemplation de la nature ou en voyant un spectacle émotionnel. Elle, c'est vraiment effectivement pour illustrer le fait qu'elle est une femme de dossier. Et oui, c'est voilà. Exactement. Et c'est assez anecdotique, mais quand on la rencontre à l'issue d'une conférence de presse, vous savez, il y a des ministres qui sont assez à l'aise avec les journalistes, qui vont leur parler. Et Elisabeth Borne, elle termine sa conférence de presse, elle répond aux questions et elle s'en va. C'est pas quelqu'un avec qui on a, vous savez, ce small talk qu'on fait souvent nous journalistes. Et en tout cas, elle le fait pas dans ce cadre-là. On n'a pas assez relevé que c'est une femme à Matignon, la deuxième depuis 31 ans. C'est aussi la première femme ingénieure à Matignon. Oui. Et c'est la culture de l'action, moins la culture j'allais dire du blabla ou de la parlotte, chère à d'autres écoles. Voilà, elle est ingénieure et polytechnicienne. Voilà, c'est ça, ingénieure des ponts quand même et polytechnicienne. Je pense que c'est le cerveau rationnel cartésien qui est à la manœuvre, c'est pas le cerveau émotionnel. Absolument. De la filière partagée entre journalistes et politiques IEP de Paris, et ensuite ENA, ça c'est pour ceux qui gouvernent, moins pour les journalistes. Mais c'est sûr que cette logique de connivence, alors comment vous dites small talk, ça c'est formidable. Bah oui, anglicisme opinionnesque et formidable, mais il traduit bien la connivence française. Et François qui n'est pas un bavard comme chacun le sait. Et qui ne nous parle pas, jamais. C'est pas small. Non mais voilà, je pense que effectivement c'est le sujet. Et quand vous dites, parce que je vous trouve formidable, même si c'est le côté monarchie républicaine, quelqu'un est nommé Premier ministre, je dis bien nommé, il devient formidable. C'est un concert de louanges. Je dis précisément. Pas tant que ça, François. C'est pas. Et ce matin, c'est plutôt des louanges. Alors, vous avez vu, je suis courtois et je continue de l'être. Je pense que quand on a, un hypermnésique froid à l'Élysée, il faut quand même des gens pour réchauffer à Matignon. Et je ne suis pas sûr qu'elle ait ces qualités-là. Voilà, mais elle est au début. Et comme c'est une bonne élève, elle sans doute que cette feuille de route, elle la remplira. Alors ça, aussi avec zèle. La bonne élève, on lit ça partout ce matin. Si je peux me permettre, en tant qu'ancienne petite fille
fille qui suis appelée à poursuivre moi aussi mes rêves comme elle m'y incite, je trouve que elle fera très vite oublier le fait qu'elle est une femme. Et ça, je trouve que c'est important parce qu'elle est compétente, parce que c'est quelqu'un qui a le sens des dossiers. Personne ne dit ça ce matin. Mais enfin, comment dire, quand on dit on va choisir une femme, c'est pas. Enfin, je veux dire, pour moi, je trouve ça assez insultant. On a déjà franchi. Je trouve qu'on a déjà franchi. Ça. Mais c'est une très bonne nouvelle. La journée d'hier, on a bien compris que le message était Emmanuel Macron a nommé une femme. Ça faisait 31 ans que ça n'avait pas été fait. Il l'avait promis en 2017, il l'a pas fait. Et là, la promesse a été tenue. Et d'ailleurs, le message d'Elisabeth Borne, le premier, s'en tenait à ce constat. Alors, avec une retenue qui était assez plaisante. Elle n'était pas dans le pâteau. C'est bornesque. C'est une retenue très bornesque. Alors oui. Enfin, souvenez-vous, Jean Castex. Souvenez-vous la passation de pouvoir entre Édouard Philippe et Jean Castex. Et Jean Castex n'en menait pas large aussi à l'époque. Rien à voir avec l'homme volubile et chaleureux qu'on a pu voir hier. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant dans les jours qui viennent, Bruno Jeudi? La prochaine étape, c'est la formation du gouvernement. De ce que l'on comprend, c'est qu'on va avoir une espèce d'ossature qui sera complétée plus tard après les législatives, auquel elle va participer. Elisabeth Borne, ça va être sa première participation à une élection importante, nationale. Elle tente sa chance dans la 6e circonscription du Calvados. Et alors, pour la petite anecdote, c'est la circonscription du député Alain Tourret. Je pense qu'hors de Calvados, personne ne connaît Alain Tourret, député de La République En Marche, qui a annoncé le 3 janvier qu'il ne se représenterait pas. Alors là, ma paranoïa naturelle se met en route. Le scénario est-il écrit de longue date? Cette circonscription est-elle réservée à Elisabeth Borne, future première ministre, depuis le mois de janvier? Alors, probablement. Elisabeth Borne, il avait été question qu'elle soit candidate au municipal à Caen. Il a aussi été question qu'elle soit candidate au régional en Normandie. Et puis finalement, elle a reporté ce baptême du feu qui aura lieu aux législatives en juin. Donc l'envie de se présenter en Normandie, c'est quelque chose dont elle m'en a parlé. Elle en a parlé à beaucoup de journalistes. C'était inscrit, parce que c'est quelqu'un qui est très organisé, méthodique, peut-être le fruit de sa formation d'ingénieur. Donc oui, c'était planifié. Là, par contre, elle fait le choix de rester candidate, parce qu'elle va à la fois s'installer à Matignon, conduire une campagne, c'est quand même pas simple. Si elle n'est pas élue. Et une campagne, ça se mène, ça se gagne, même si le terrain est assez favorable. Emmanuel Macron a dû faire 30% au premier tour en 2022, et Alain Tourret avait fait 68% en 2017. Donc c'est une circonscription assez confortable. Mais il n'empêche, une élection, ça se gagne, elle va devoir y aller et se battre pour gagner ce fauteuil où elle ne siégera pas, ce sera son suppléant en l'occurrence. Et si elle n'est pas élue, et on imagine qu'elle ne pourra pas rester, c'est toujours le lot, ça avait été le lot c'est le problème. D'ailleurs, moi je me souviens avoir conseillé, je tairai son nom, une élue socialiste qui risquait de ne pas être élue députée, de ne pas se présenter pour être ministre, et ça avait bien fonctionné à l'époque. Ouais. Donc il vaut mieux pas aller au feu quand on sait qu'on va se faire battre. Conclusion. Ouais. Mais quel va être son rôle finalement à Elisabeth Borne dans ce quinquennat et Emmanuel Ducrot? Est-ce qu'elle est là? Vincent Trémollet de Villers dans le Figaro a une belle formule, il dit aujourd'hui on voit bien c'est à l'Élysée la politique, la décision, et à Matignon l'application, l'exécution. Voilà. Mais moi j'attends avec impatience de savoir comment va être segmenté le gouvernement, où seront attribués les gros dossiers, celui de l'énergie, celui de l'écologie, etc. Alors ce sont des dossiers qu'elle connaît déjà. Comment est-ce que tout ça va être réparti? Celui de l'écologie, on sait qu'il va lui être directement attribué, rattaché, en fait, avec deux ministres. Il y aura beaucoup la dimension énergétique. Est-ce que l'un et l'autre vont ensemble, ou est-ce que l'énergie va à Bercy, par exemple? Ce ne sera pas du tout les mêmes arbitrages. De ce que l'on comprend, il y a cette idée qu'elle serait rattachée à Elisabeth Borne, deux vice-premiers ministres, même s'ils ne porteront pas ce titre, l'un à la transition énergétique, l'autre à la transition écologique. Après, on peut s'attendre, sans lire dans le mar de café, mais je parle sous le contrôle de Bruno Jeudi, l'expert parmi les experts. On peut s'attendre à quelques surprises dans le gouvernement, me semble-t-il. Quoi pensez-vous, François? Je pense que, vu son profil, je ne sais pas si elle est socialiste, mais elle a quand même quelques contacts socialistes. Non, mais il est obligé de tenir. Là, il a tenu compte du message du second tour, de la campagne de l'entre-deux tours. C'est un gouvernement qui va pour aller aux élections, puisque Madame Le Pen a dit qu'elle était candidate à rien. Il va aux élections pour affronter la NUPES et Monsieur Mélenchon. Donc, d'ailleurs, on l'a pas dit assez dans le débat entre Vautrin,
manifestement, ça a été sérieux. Et Elisabeth Borne, qui est le premier choix d'Alexis Collère depuis le départ, ce choix-là a été fait. Secrétaire général de l'Élysée. Parce que ça couvre, comme on dit, ça couvre le champ, l'ailier gauche couvre le champ de l'attaquant de débordement. Mais sauf que François, justement, je pense que dans la formation du gouvernement, Emmanuel Macron va devoir tenir compte aussi de ses électeurs du premier tour. Puisqu'au fond, au premier tour, on a oublié que le score qu'il fait, qui est supérieur à celui de 2017, correspond à l'absorption d'une grande partie des voix des voix des Républicains, de cet électorat de droite modéré. Or, il avait un certain nombre de représentants de cette droite modérée, mais il doit en quelque sorte soit l'élargir, soit la renouveler. Disons avec que ce sera un gouvernement de dominante à droite avec une ou deux figures de gauche pour compléter le tableau de la première ministre. Moi, je pense que c'est comme ça. Oui, et on n'a pas de mal à dire avec un peu de société civile, parce qu'il doit aussi garder la marque de 2017, de la surprise, du renouvellement aussi des élites et de la présence de la société civile dans un gouvernement. Merci à tous les trois. Merci. Emmanuel Ducrot, François Calfon et Bruno Jeudi. Merci à vous. On a parlé du pouvoir d'achat. Tiens, j'en profite, je signale à nos auditeurs. Cet après-midi, la France bouge, 13h-14h. Elisabeth Assayag reçoit Michel-Édouard Leclerc. Ses solutions pour améliorer le pouvoir d'achat des Français. Il va nous faire des petites remises. Hein. Tout le monde s'y met. Lidl, son concurrent, fait la même chose. Hein. C'est là, la guerre est relancée dans la grande distribution. N'est-ce pas, Emmanuel Ducrot, qui suit ça, de près. Qui suit ça avec grande attention. Bonne journée à tous les trois. 8h56.